On a décidé de vous présenter différentes capsules historiques pour vous permettre d'en connaître plus sur la riche histoire du préhospitalier au Québec, alors que les coopératives ambulancières et la CETAM ont beaucoup contribué à l'avancement des soins des patients. Les défibrillateurs sont arrivés au Québec à travers la CETAM, ces outils essentiels pour la survie des patients, à travers la motivation des paramédics à donner plus de soins aux patients. Pour que les techniciens ambulanciers et paramédics de l'époque puissent avoir des défibrillateurs dans leurs ambulances, c'était important de convaincre les médecins que c'était au bénéfice des patients. Parmi ces médecins-là qui ont cru en l'importance des défibrillateurs dans les ambulances, Dr. Vadeboncoeur. Pourquoi c'était si important le défibrillateur? Qu'est-ce que ça amenait de plus pour le patient? Le problème, c'est que quand tu fais un arrêt cardiaque puis qu'il n'y a pas de défibrillateur sur les routes qui viennent à toi, tu ne survis pas ou à peu près pas. Fait que, tu sais, avant cette période-là, un arrêt cardiaque, à l'époque, c'est des patients qui sont amenés dans les urgences, comme à Pierre-Boucher où j'étais, en arrêt cardiaque et qui vont finir leur vie là, même si on continue les manœuvres, on essaie de faire des soins, mais tu sais, ils sont en arrêt depuis 25, 30, 40 minutes. Il n'y a rien qui se passe après ça. Donc, c'était des situations, tu sais, désespérées, très négatives. Le défibrillateur, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ouais. Puis cette clé-là était quand même, tu sais, en fonction aux États-Unis, hein, ça existait. Oui. En France, avec les SAMU, il y en avait partout, même au Canada anglais. Tu sais, on le savait que la défibrillation, c'était, si on veut, l'outil ou l'intervention la plus importante pour sauver la vie d'un patient en arrêt cardiaque. Donc, dans le fond, le choc, ce qui fait quand quelqu'un fait une mort subite, parce que ces patients-là, à quoi ça s'adresse, c'est pas les accidentés, c'est pas les patients en fin de vie, c'est les patients qui font essentiellement une mort subite. Et ça, habituellement, c'est une arythmie grave, une désorganisation de l'électricité du cœur. Et ce que le défibrillateur va faire, donc, ce que le choc va faire, c'est qu'il va arrêter l'arythmie pour laisser le cœur reprendre son rythme normal. C'est tout simple, mais c'est fondamental. S'il n'y a pas de choc, le cœur continue à être désorganisé, puis il n'y en a pas de sang qui arrive au cerveau, il n'y en a pas de sang qui circule. Et donc, à ce moment-là, la personne, au bout de 10, 15, 20 minutes, ses chances de s'en sortir, ça tombe malheureusement pratiquement à zéro. Le témoignage de Dr. Marcel Boucher permet de comprendre un paquet d'éléments essentiels. Dr. Boucher a été le premier directeur médical en Montérégie. Début des années 90, j'étais médecin coordonnateur de réponse aux catastrophes pour l'ensemble de la Montérégie. Et c'est à ce moment-là que l'équipe de M. Jacques Blain et de CETAM m'ont approché parce que je travaillais étroitement avec eux dans toutes les situations de catastrophes qui survenaient. Là. Ils ont acquis au début des années 90 une dizaine de défibrillateurs, puis semi-automatiques. Et l'équipe de CETAM a approché le Collège des médecins. Le Collège des médecins leur a dit on peut permettre que vous utilisiez ces équipements-là, mais ça vous prend un directeur médical. Alors, ils sont venus me voir, sont arrivés avec les boîtes en avant de mon bureau, puis on dit le Collège des médecins nous dit que vous pourriez nous endosser dans cette nouvelle aventure de faire de la défibrillation en préhospitalier avec des paramédics. Fait que là, vous êtes arrivé avec un nouveau rôle en Montérégie. Vous saviez que les défibrillateurs faisaient une différence. Il n'y en avait pas dans les ambulances à travers le Québec. Puis, la CETAM, avec son directeur général de l'époque, Jacques Blain, il vous propose quoi à ce moment-là? Et on devait avoir une année là, de projet pilote, si on veut, puis de voir les résultats. Est-ce qu'on arrive assez vite? Est-ce qu'on réanime des patients et tout ça? Et
Au bout de 3 mois, il y avait déjà une vingtaine de personnes qui avaient été réanimées dans la région de Longueuil avec succès. Et l'équipe de CETAM a fait une conférence de presse avec les gens qui avaient été réanimés pour montrer qu'on sauvait des vies avec Alors, le projet, dans le fond, il n'a jamais fait une année d'évaluation, etc., parce que dès que ça a été démontré, le 3e mois, avec 20 personnes réanimées, on a eu l'autorisation rapidement de le faire dans toute la Montérégie. Donc, dans l'année suivante, CETAM a acquis d'autres défibrillateurs pour en mettre sur tous ces véhicules. Louis Poirier a siégé sur le conseil d'administration, a été chef de division, a été directeur des opérations. M. Poirier a occupé des rôles très importants dans l'organisation afin que les défibrillateurs soient dans les véhicules ambulanciers de la CETAM. Fait qu'à ce moment-là, tu as développé un projet, tu l'as présenté à la direction de la CETAM. Au président, directeur général à l'époque, qui était M. Jacques Blain, j'étais pas le seul, là. On était quatre ambulanciers à l'époque. Il y avait Jean-Robert Pelletier, Yvon Chevigny, Jean-Roger Hiel. Et on s'était préparé dans mon sol, chez moi, de mémoire. On montait un cartable avec toutes nos données, puis les explications, l'argumentaire, pourquoi qu'on voulait avoir des moniteurs défibrillateurs à bord de nos véhicules ambulanciers. Et Jacques Blain était quand même quelqu'un de très visionnaire. Il a cru en nous, puis suite à notre présentation, le reste a déboulé. Et on me dit qu'à l'époque, les ambulanciers se l'arrachaient un peu, le moniteur, pour l'avoir le matin en partant. C'est clair, je pense que le paramédic aujourd'hui, c'est l'ambulancier de l'époque. On est là pour le citoyen, on est tous des sauveurs. Donc, on est là pour le citoyen, on veut son bien-être, on veut faire la différence. À travers le témoignage de Pierre Bayard, qui était à l'époque paramédic quand les défibrillateurs sont arrivés, il était aussi formateur. On va voir comment les paramédics ont reçu la formation, comment c'était important. À l'arrivée des défibrillateurs, à l'époque, tu avais un rôle de formateur. Ça faisait quelques années que j'étais paramédic. Et puis en 92, lorsque les défibrillateurs sont rentrés, on donnait déjà des formations sur ce qu'on appelait le code 9-9, alors qui était essentiellement là, de masser les patients en arrêt cardio-respiratoire, de faire des ventilations, de les brancarder avec la civière, les escaliers. Puis lorsque les défibrillateurs sont arrivés, bien évidemment, on a intégré tout ça à la formation. Puis effectivement, là, je suis dans probablement la première équipe des formateurs là, à la régie à l'époque. Avant l'arrivée des défibrillateurs, les réanimations devaient être quand même assez rares. Il y en avait à peu près pas. À peu près pas. Non, parce que, évidemment, ce qui était déterminant pour les gens en arrêt cardio-respiratoire dans le milieu préhospitalier, c'est la qualité des compressions thoraciques, mais c'était la défibrillation, puis malheureusement, il n'y en avait pas. Alors, à moins que la personne faisait un ACR près de l'hôpital, malheureusement, le taux de réanimation était presque inexistant. C'était important pour savoir tout ce qui s'est fait à l'époque, d'avoir le point de vue des techniciens ambulanciers, entendre comment c'était important pour eux d'avoir enfin accès à cet outil-là, à un point tel qu'ils ont travaillé très fort, ils ont fait des levées de fonds. Il y a plein de choses qui se sont faites à CETAM afin que nos ambulances soient dotées de ces défibrillateurs. On pouvait enfin sauver vraiment des vies avec ça. Je me rappelle un de mes premiers appels où je l'ai utilisé pour défibriller quelqu'un. C'était quelqu'un qui était dans son lit, un homme dans la cinquantaine qui avait
une indigestion, un malaise ici. Il ne voulait pas venir à l'hôpital, il dit ça va passer. Puis avec mon collègue, on a fait je pense que ça serait important qu'on aille à l'hôpital puis qu'on fasse vérifier, c'est pas normal, ces douleurs-là, ça pourrait être d'origine cardiaque. Il a fini par accepter. On l'installe dans l'ambulance. En fermant les 2 portes, il a codé, il a fibrillé, on a sorti les électrodes, défibrillé le patient, il est revenu à lui puis il nous a jasé tout le long jusqu'à l'hôpital. Ça, c'était un événement marquant avec ce moniteur-là. On venait de changer, on venait de sauver une vie. Là. C'est presque pas explicable. C'est comme, comment je pourrais dire, tu viens de sauver la vie de quelqu'un, là. C'est pas donné à tout le monde, premièrement. Et puis, si on n'aurait pas eu le défibrillateur, on n'aurait pas pu sauver cette vie-là. Mais, avec les outils, tu peux travailler. Tu peux faire ton métier comme il faut. Mais je me rappelle bien du premier survivant, OK? Que j'ai eu, moi, à Pierre-Boucher. Je pense que c'était dans les premiers, là, au Québec. C'est en mars 92, donc à peu près, 9 mois après. Tu sais, avant, là, un arrêt cardiaque, ça arrive, c'est encore un arrêt cardiaque, puis il va mourir. C'est ça, là. T'sais, puis la famille, on commence à préparer, on dit on essaye, mais ça ne marchera pas. On le sait, puis bon. On voit un homme arriver sur une civière qui est souriant, mais qui a une douleur dans la poitrine, avec des paramédics qui, eux autres, sont bien énervés, puis ils sont très contents. Puis là, ils sortent les tracés, puis ils nous démontrent que le patient est en fibrillation ventriculaire, c'est une demi-heure avant, qu'ils lui ont donné un choc et qui est revenu. Et ils montrent ces tracés-là, puis là, les infirmières, mettons, qui connaissaient un peu le projet, ils voient ça, ils disent « Oh my God, ils viennent de sauver la vie, tu sais. » C'était aussi d'arriver au CH avec ça, les infirmiers, infirmières, c'était juste des médecins qui défibrilent, les ambulanciers, ça ne défibrille pas. Là. On a fait nos preuves, on a travaillé fort pour les instaurer, puis dire, comme avait le fil, il fallait qu'il y ait 10 patients réanimés sans séquelles pour faire nos preuves, pour vraiment qu'ils commencent à nous croire, puis tout. Là. Ça, je me rappelle encore du premier cas, parce que, tu sais, ça peut apparaître abstrait, tu sais, on sauve X %, etc. Mais concrètement, c'est du monde qui arrive vivant, en bonne forme, et puis, tu sais, c'est pas nous qui leur avons sauvé la vie, on continue les soins. C'est les paramédics parce qu'ils étaient à la bonne place avec un outil qui fonctionne puis qui ont fait la job comme il faut. Fait qu'imagine aussi le feeling des paramédics. On me dit que le financement a été un peu difficile à obtenir, que ça n'a pas été fait tout de suite. Il y a eu des levées de fonds. Il y aurait eu des levées de fonds, tu te souviens? Un tirage d'une Harley Davidson. Il y a eu des levées de fonds, de collecte pour ramasser des fonds, justement. Mais aussi, la CETAM, à l'époque, avait fait des excédents, elle a eu des excédents. Elle a réinvesti dans le service. En achetant des défibrillateurs. En achetant les défibrillateurs. Cet outil-là, on l'attendait depuis des années. Puis nous, à Rigaud, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec mon collègue Philippe à ma gauche? On a décidé de faire une levée de fonds, comme Richard il expliquait, lui était à Valleyfield. Fait qu'on a décidé de faire des levées de fonds dans les salles de bingo, dans des banques, dans des caisses. Puis par la suite, le gouvernement a mentionné comme quoi que c'était un projet pilote en Montérégie. Puis on avait un laps de temps pour prouver à la population puis au gouvernement que l'outil qu'on attendait, c'était vraiment nécessaire à avoir des véhicules. Alors, on n'a pas attendu après le gouvernement pour avoir le montant, pour avoir les outils nécessaires, dont le moniteur cardiaque. On est allé chercher à Rigaud 15 000 $ pour avoir le moniteur défibrillateur. Moi, je pense que j'ai été utile dans le projet, mais c'est pas moi qui l'ai commencé. C'est les gens chez vous qui avaient commencé ça. Puis ça a fait boule de neige en Montérégie, puis après ça, partout dans la province. Puis on y repense, puis on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que ça ne s'était pas fait avant? Là? Donc, non, moi, j'ai beaucoup apprécié Jacques et son équipe. Là. Fait que grâce à ce projet pilote-là, puis à votre aide, ça a réussi à se répandre partout au Québec, c'est ce que j'entends. Oui. Dans l'espace de quelques mois pour Longueuil, une année pour l'ensemble de la Montérégie, puis 2-3 ans pour l'ensemble du Québec. Ça a été la base sur laquelle on s'est appuyé pour dire on est capable, puis là on a fait d'autres
produits, d'autres projets dont on parlera éventuellement. J'avoue que je suis assez fier d'avoir été associé un peu par hasard à ça, parce que si Martial n'était pas venu nous chercher, on aurait probablement fait d'autres choses. Mais là, on a donné on a participé à quelque chose qui a eu un impact sur la vie de bien des gens, mais pas juste les patients, les paramédics, le système au complet. On peut être content de ça. Bien, comme vous le voyez, à la CETAM, on est très fiers de nos réalisations. Pour nous, le modèle coopératif motive, pousse à l'innovation constamment, autant pour les soins des patients que pour les conditions de travail, les outils de travail. Il faut savoir que les coopératives sont nées dans un contexte historique où c'était très difficile pour les travailleurs, puis il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans la pauvreté. Les coopératives sont donc nées dans une volonté d'améliorer des conditions de vie, autant des gens qui possédaient la coopérative que la communauté. Les avancées du préhospitalier au Québec en sont encore une fois une démonstration. Les coopératives sont clairement un atout pour le système préhospitalier au Québec.